Allô, allô, ça fonctionne. Il est 14h30, donc je vous propose qu'on démarre sans plus tarder cette keynote. Donc bonjour à toutes et à tous. J'espère que déjà vous avez bien profité du cocktail déjeunatoire et que vous êtes prêts à attaquer cette deuxième demi-journée d'échange. Pour celles et ceux que j'ai pas encore croisés, donc je suis Inès Edel Garcia, rédactrice en chef adjointe du média Cadre de Ville. Et donc j'ai le plaisir d'introduire cette keynote intitulée « Eau, chaleur, déchets, quel modèle économique pour les services publics dans un contexte de décroissance des consommations ?» De nombreuses collectivités, effectivement, se demandent aujourd'hui comment financer la décarbonation et l'adaptation. Beaucoup sont à la recherche de nouveaux modèles économiques pour les accompagner vers plus de sobriété. Et c'est précisément sur ce sujet que s'est penchée une étude commanditée par l'ADEME, la Banque des Territoires et le PUCA, et qu'a réalisé un groupement donc, composé d'Ibicity, partie prenante et Espelia. L'idée, c'était vraiment de savoir finalement comment adapter les services publics urbains à la baisse des consommations qui sont donc attendues, qui sont déjà en cours et qui sont attendues dans les années à venir. Donc les services, les consommations en eau, en énergie, en déchets, etc. Et donc avec l'idée de repenser la construction et les ambitions des plans pluriannuels d'investissement et notamment en renégociant éventuellement des contrats. Donc voilà, on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui l'une des co-autrices, auteurs de ce rapport, de cette étude, Hélène Delay. À l'époque, elle travaillait pour Espelia et aujourd'hui, donc, elle est consultante spécialisée dans les domaines économiques et contractuels des services environnementaux, fondatrice de l'entreprise T6. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc effectivement, Hélène Delay, donc vous m'entendez correctement? Ça résonne, j'ai l'impression. Donc j'ai participé à l'étude sur les modèles économiques urbains qui est menée depuis 2015, qui est financée par l'ADEME, le PUCA, la Banque des Territoires, en étant chez Espelia, mais je continue de porter et de divulguer cette étude avec le reste de l'équipe. Les deux derniers opus de l'étude ont porté sur l'impact de la sobriété, entendu comme la baisse des consommations sur les modèles économiques des services publics. On a particulièrement étudié 5 services publics, celui de l'eau, des déchets, de la mobilité, voirie, de l'énergie et de l'aménagement. Notre étude, elle se distingue d'autres études sur la sobriété par le fait qu'on s'est placé dans un contexte où la baisse des consommations est de plus en plus probable et déjà largement observée sur un certain nombre de services comme l'eau, le gaz, les réseaux de chaleur, les ordures ménagères résiduelles. Et on a centré l'étude plutôt sur les modèles économiques des services. Donc, que faisait cette baisse des consommations au modèle économique des services et comment adapter ces modèles plutôt qu'une autre étude sur comment aller vers davantage de sobriété. Aujourd'hui, le modèle économique des services publics repose sur un modèle de croissance. C'est historique, c'est lié au fait que la plupart de nos grands services publics préexistaient, mais se sont développés dans un contexte d'après-guerre, de forte croissance démographique, de forte croissance économique, à un moment où sécuriser et assainir la ville était un enjeu important, et à un moment où apporter plus de confort aux habitants signifiait plus de volume de foncier, plus de volume d'eau, plus de volume d'énergie, etc. Donc on a construit vraiment nos services publics dans ce paradigme-là, avec une offre de services de plus en plus importante, qui a entraîné des consommations plus importantes, qui ont rémunéré ces services, qui ont permis à nouveau une offre de services de plus en plus importante. Sauf qu'aujourd'hui, on constate que les fondements sur lesquels se sont bâtis les services de la ville sont ébranlés, puisque nous ne sommes plus dans un contexte de baisse des consommations
aussi important qu'au moment de la création des services publics. On est même, comme je vous le disais tout à l'heure, sur un certain nombre de services publics face à une baisse des consommations, qu'elles soient subies ou encouragées, mais en tout cas on le constate sur les services d'eau, sur les services de gaz, sur les services de chaleur, sur les services d'ordures ménagères résiduelles, y compris sur les grandes métropoles. Je vous ai mis là les consommations d'eau à Paris qui baissent de manière structurelle. Même sur les services où ça continue d'augmenter, comme sur les kilomètres parcourus en voiture, ça augmente quand même de plus en plus faiblement. Et sur les services comme l'électricité, où on projette une explosion des consommations d'électricité liées à l'électrification des usages, aujourd'hui on ne la constate pas et on est plutôt sur une augmentation faible, voire une stagnation des consommations d'électricité. Ce qui pose problème sur des services qui sont, pour certains, forcément rémunérés sur les volumes consommés, le péage, les volumes d'eau vendus, etc. Mais le problème ne s'arrête pas là. L'autre problème est qu'on est toujours sur une évolution du nombre d'infrastructures. C'est le cas en eau. On a toujours besoin d'infrastructures croissantes. On fait face à des défis qui nécessitent des investissements importants pour traiter l'eau, faire face aux polluants, aux enjeux environnementaux. Même si la demande en électricité n'augmente pas ou n'augmente pas encore, on est déjà dans une phase d'augmentation intense du réseau, notamment pour aller raccorder tous les points, panneaux solaires, etc. Donc voilà, donc sur tous les services publics, on constate qu'on a une augmentation du nombre d'infrastructures qui n'est pas du tout proportionnelle à l'augmentation ou à la diminution des consommations qu'on peut observer. Le problème, c'est qu'une fois que l'infrastructure est là, les coûts générés sont inévitables. Il est presque impossible de faire machine arrière. Et souvent, sur les services publics, on nous dit les coûts fixes sont fixes. Une fois qu'ils sont là, ils sont là et on n'a plus qu'à les assumer. Et on se retrouve pris dans une forme d'étau. Donc avec, pour les services qui dépendent des quantités consommées, notamment en aménagement des quantités de foncier, on vend du foncier viabilisé, eh bien c'est un problème parce qu'on fait face à une baisse des consommations qui entraîne une baisse des revenus. Aujourd'hui, on est plutôt dans une réflexion sur comment changer le modèle de recette ou comment agir sur les coûts variables, sauf qu'en fait, le mur auquel on fait face, ce sont les coûts fixes. Et les coûts fixes sont très fortement liés à la quantité d'infrastructures qu'on a à exploiter, à maintenir, à gérer dans la durée sur ces services et à la proposition de valeur du service, évidemment, puisqu'on a bâti nos services, encore une fois, sur le fait que la proposition de confort allait avec la proposition de quantité. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas passer d'une proposition de valeur qui est de fournir de l'énergie à tout le monde en tout temps vers une proposition de valeur qui serait assurer le confort thermique de tous en tout temps, ce qui changerait peut-être la manière d'apporter du service. On s'est attardé dans l'étude sur deux sujets, le sujet de la programmation des investissements d'une part, le sujet des contrats de concession d'autre part, qui sont deux outils des collectivités territoriales qui sont fortement percutés, qui doivent être repensés du fait de cette baisse des consommations. Je ne vais pas vous détailler l'ensemble des préconisations qu'on a faites dans ces deux rapports, je vais juste en passer quelques-unes, mais vous pourrez trouver l'ensemble sur les rapports en ligne où la personne en jaune là-bas a quelques exemplaires imprimés que vous pourrez aller chercher. Ce qui nous paraît important, d'une part, c'est de raisonner en coût global. Aujourd'hui, on a tendance à raisonner le coût d'une infrastructure ou d'une opération d'aménagement sur un prisme qui est trop restreint et qui ne tient pas compte des conséquences économiques de long terme ou pour d'autres acteurs. Par exemple, aujourd'hui, l'opérateur aménagement, il fait son bilan d'aménagement. Dans son bilan d'aménagement, il a des coûts de VRD, mais il ne tient pas compte du fait que ces réseaux
vont être rétrocédés ultérieurement à la collectivité, essentiellement aujourd'hui des réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité. Il n'y a plus trop de réseaux de gaz et de réseaux de chaleur sur les nouvelles opérations. Sauf que ça veut dire plus de mètres linéaires de réseaux à rétrocéder sur des services qui sont déjà en souffrance parce qu'ils ont déjà des infrastructures qui sont aujourd'hui surdimensionnées par rapport au volume d'eau vendu. Et ce sont des infrastructures qui vont avoir une durée de vie d'une centaine d'années. Les réseaux d'eau, on les renouvelle sur du très long terme. C'est aussi la question de, par exemple, en mobilité, le coût d'un réseau de tramway et dire le tram, ça va être moins cher pour les usagers que de prendre leur voiture. À nouveau, on raisonne sur un opérateur. On oublie que le tramway va quand même aussi être largement financé par le contribuable et que ce contribuable, lui, il va financer les routes, il va financer les tramways. Et en fait, les charges, elles vont se cumuler. Et dans un contexte de baisse des consommations, si on ne pense pas à la rétractation en parallèle de certaines charges, ça va être très problématique. On n'arrive pas non plus à valoriser les non-dépenses liées à des solutions plus sobres en infrastructure. Par exemple, c'est plutôt que de construire une nouvelle usine de valorisation des déchets énergétiques alors qu'on va vers une baisse de ces déchets-là, se dire est-ce qu'on ne pourrait pas, pendant 4-5 années, faire du surtri? On paie des gens qui trient et on trie un peu plus. Certes, ça va nous coûter très cher en fonctionnement pendant 4-5 ans, mais ça nous évite un nouvel incinérateur et demain, ça nous évite des charges fixes. Intégrer les effets de seuil dans le calcul du coût de l'investissement, c'est se dire aujourd'hui, je ne construis plus un investissement pour une trajectoire de consommation que je connais et qui sera probablement à la hausse comme on le faisait initialement. Et donc, je prévois toutes mes infrastructures au maximum pour les pointes ou dans une perspective de possible redimensionnement à la hausse. C'est plutôt, au contraire, se dire, attention, quelle est l'infrastructure qui sera la plus viable, y compris économiquement, selon plusieurs trajectoires d'évolution des consommations, parce qu'on ne sait pas très bien si elles vont vraiment exploser, si elles vont continuer à stagner, si elles vont baisser comme sur d'autres services, et quel est l'impact économique de ces différentes trajectoires. Ça passe beaucoup par la gestion des pics. Aujourd'hui, on a eu tendance à surdimensionner les équipements en se disant, là, cet été, on va avoir un pic de consommation d'eau, on va avoir un pic hivernal de chaleur, etc. Et donc, on a beaucoup surdimensionné les installations. Sauf que quand on n'est ni en période de pic, plus en période de baisse des consommations, on se retrouve à purger de l'eau qu'on a potabilisée à des prix extrêmement coûteux parce qu'on a des temps de séjour dans les réseaux d'eau qui deviennent trop longs, parce que les réseaux d'eau ont des sections qui sont surdimensionnées. On se retrouve à avoir des coûts d'électricité sur les réseaux de chaleur qui sont trop importants par rapport au volume vendu parce qu'on a surdimensionné les pompes géothermiques par rapport aux consommations qui sont finalement consommées, alors que si on avait fait une plus petite géothermie, plus une PAC qu'on aurait pu démanteler, on n'aurait peut-être pas eu ce problème de coût fixe qui reste fixe sur toute la durée du contrat. Donc ça pose beaucoup de questions techniques. On a aussi eu un volet, je ne m'attarderai pas sur celui-ci parce qu'on s'est moins attardé sur les concessions d'aménagement que sur les concessions d'eau, d'énergie, de mobilité, etc. Mais les contrats de concession aujourd'hui posent problème, notamment dans la négociation initiale entre l'opérateur et la collectivité. On a du mal à se dire qu'on va vers une baisse des consommations et à contractualiser sur cette base-là, parce que ça veut dire un prix unitaire qui est souvent élevé. Donc il y a vraiment un enjeu à s'entendre sur la trajectoire souhaitée et le partage de risques. Nous, on pense que le fait de ne pas bien délimiter le risque non plus et de renvoyer ça à des clauses de revoyure où personne ne sait s'il sera gagnant ou perdant, ça, finalement, personne n'a vraiment intérêt à ce qu'on aille vers une baisse des consommations. Les élus sont aussi frileux à aller vers des trajectoires qui seraient pourtant souvent plus réalistes de forte baisse des consommations parce que ça veut dire un niveau de tarif plus élevé
et potentiellement, si on ne l'atteint pas, une marge trop importante de l'opérateur. Donc on a proposé certains mécanismes, dont vous aurez le détail dans les rapports, mais notamment pour écrêter la marge liée à une non-atteinte des objectifs de diminution des consommations dans un fonds de sobriété qui viendrait alimenter des actions de sobriété plutôt que de gonfler la marge de l'opérateur, et responsabiliser l'opérateur sur les coûts fixes futurs en lui donnant des objectifs de réduction des coûts fixes sur la durée du contrat, par exemple, en passant d'un compte de gros entretien et renouvellement à un compte de gros entretien et adaptation des infrastructures, redimensionnement des infrastructures au regard des baisses de consommation, ou un fonds de démantèlement de l'infrastructure auquel contribuerait chacun des opérateurs pour que ce ne soit pas juste, bon voilà, après ma concession, le déluge et je laisserai les infrastructures et les coûts fixes à l'opérateur suivant qui aura des consommations moindres et qui s'en débrouillera. J'en ai fini pour cette présentation. Donc, vous retrouverez l'essentiel de ce que je vous ai raconté et même le détail dans ces deux rapports. Vous avez le site internet, vous avez mon adresse mail. Et encore une fois, il y a quelques exemplaires qui seront disponibles à la sortie. Merci. Merci beaucoup, Hélène. Allô, allô. Merci beaucoup. Ah, le micro, oui. Merci beaucoup, Hélène Delay, pour cette présentation. On va prendre le temps de répondre à des questions s'il y en a dans la salle. Peut-être que cette présentation a suscité des interrogations. Ce n'est pas un sujet très simple. Non, pas de remarques pour l'instant dans la salle. Moi, j'avais une petite question. On parle là du mode que représente la concession. Est-ce que, par définition, le mode en régie favorise plus la sobriété ou pas? Est-ce que vous avez analysé ça dans votre étude? C'est une bonne question. On s'est focalisé sur la concession parce qu'il semble que l'adaptabilité à la baisse des consommations, elle y est plus complexe. On contractualise avec un opérateur pour une durée déjà un peu plus longue en régie. On peut redéfinir le service et le prix du service régulièrement par délibération au gré de l'évolution des consommations. On a aussi une particularité en concession aujourd'hui qui est que la durée de la concession est justifiée par le volume d'investissement et que même lorsqu'on n'est pas dans un modèle tout concessif et qu'on est en délégation de services publics, on a quand même souvent des petits îlots concessifs ou du gros entretien et de renouvellement avec des durées d'amortissement qui sont un peu longues. Et les gros opérateurs privés aujourd'hui ont tout intérêt à aller vers des solutions qui sont plutôt de l'investissement aussi pour la durée du contrat. Donc oui, il y a aussi quand même un sujet de modèle économique face à la baisse des consommations en régie, puisque l'effet ciseau se fait tout autant sortir qu'en concession. Mais on a peut-être moins de jeux d'acteurs et de jeux contractuels qui permettent d'y répondre avec un petit peu plus de souplesse, quoi. Une question dans la salle, oui, bien sûr. On vous apporte le micro. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Vous pouvez vous présenter? C'est Chartreux, CEREMA. J'ai une question en fait sur le modèle de financement. Dans le cas où il y a des opérateurs privés, et c'est souvent le cas, les prêts bancaires ne sont-ils pas conditionnés à la croissance de l'entreprise à l'avenir? Et donc, est-ce qu'il n'y aurait pas en fait un blocage à ce niveau-là qu'il faudrait régler pour permettre à des opérateurs d'avoir des prêts malgré le fait qu'ils sont dans une dynamique de décroissance évidente? Alors, là, vous parlez des opérateurs privés en plus, donc le sujet est un peu plus compliqué. Sur
Sur la concession, comment dire, aujourd'hui sur les services où on a une baisse des consommations, il ne faut pas se leurrer, hein, on n'a plus beaucoup de concessifs qui est confié au privé. Ça va être plutôt la collectivité qui porte les investissements et qui souscrit les prêts. Sur la programmation des investissements, je dirais que c'est une réflexion globale. La collectivité, au moment où elle programme ses investissements, elle va évidemment avoir des fonds propres et elle va aller chercher différentes pistes de financement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même les services de l'État, les subventions, etc., on a quand même beaucoup d'attentes en termes de croissance, de redynamisation, d'utilisation du service public. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer un peu ce paradigme-là, voire aller vers un accompagnement justement à au redimensionnement de certains équipements, de certaines infrastructures pour qu'elles soient mieux adaptées à l'évolution de la demande du territoire, peut-être. Voilà. Bon, je ne réponds pas tout à fait à la question, mais c'est ce qui me vient. Une autre remarque là-bas ? Florent Dupont, ZEFCO, Bureau d'études environnement. Ma question, c'était est-ce que vous avez pu regarder les réseaux de gaz? Parce qu'en fait, dans les réseaux vraiment en décroissance, ceux qu'on a vraiment en tête, c'est ceux-là. Moi, je n'ai pas regardé récemment, mais j'ai souvenir qu'il y a quelques années, l'État finançait GRDF pour qu'il fasse de la publicité, qu'il trouve de nouveaux consommateurs pour garantir la rentabilité des réseaux de gaz. Je ne sais pas très bien où ça en est. Je ne sais pas si vous avez pu regarder ça. On a plus regardé les réseaux de chaleur que les réseaux de gaz. Aujourd'hui, il y a quand même eu des évolutions dans les dernières délibérations tarifaires sur le gaz. Alors, GRDF n'a plus le droit de faire la promotion du gaz, par exemple, mais notamment sur la question des actifs échoués. Il n'y a pas vraiment d'incitation à GRDF à ne pas investir ou à être vigilant au fait qu'il n'y aura pas d'installations qui demain ne serviront plus à rien puisque tout est couvert par le tarif, ce qui, bon, moi, me semble pas encore suffisant. Oui, monsieur. Bonjour, merci pour la présentation. Pierre Santini de la SEMNA. Sur la question des réseaux de chaleur, est-ce que vous avez des exemples de contrats ou d'opérations qui ont été bien ficelés ou qui ont résisté au piège du surdimensionnement ? Il y en a, je ne peux pas tout vous dévoiler parce que j'ai aussi des procédures en cours et des propositions de candidats dans les offres en cours. Il y a quand même des réflexions sur la gestion des pointes déjà, donc faire appel aux chaufferies existantes décentralisées plutôt que construire de nouvelles chaufferies. Je ne saurais plus vous dire où c'était, mais passation d'un réseau de chaleur haute température en réseau basse température sans le redimensionner parce que justement il y avait une forte baisse des consommations. Et après, il y a des réflexions contractuelles qui ne sont pas toujours bien valorisées dans la notation, mais de dire on va mettre en place le deuxième puits géothermique que si on atteint un certain seuil de consommation et on ne va pas faire les deux tout de suite. Ou c'est ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce qu'il ne vaut pas mieux pas faire géothermie plus PAC pour pouvoir enlever la PAC demain. Donc ça commence, mais les collectivités sont les premières à souvent demander ceinture et bretelles en termes de sécurisation autour des équipements, ce qui pour moi est un problème parce que du coup on contraint très fortement le modèle économique et si on arrive à le gérer dans ce contrat-ci, on va le payer sur le contrat suivant, quoi. Une dernière question, avant qu'on vous libère pour la suite des focus. Oui. Si ça prive personne, je m'autorise une deuxième. Est-ce que vous avez identifié des chaînages de dimensionnement de choses qui n'ont rien à voir, qui sont extérieures à ces réseaux? Je pense par exemple aux règles de dimensionnement du chauffage dans un logement
dans un logement collectif, les capacités des systèmes techniques des bâtiments auxquels ces réseaux sont raccordés et qui font que du coup il y a des dimensionnements sécuritaires qui sont dans nos normes, etc., qui bloquent un peu justement des sous-dimensionnements et des optimisations économiques notables, ou est-ce que ce n'est pas quelque chose que vous avez vu? Alors, je ne l'ai pas étudié en détail, mais je serais très heureuse de pouvoir le faire. Mais j'ai vu des choses, oui, que ce soit sur les sujets de l'eau ou l'ARS, a parfois des exigences en termes d'usines de potabilisation qui sont très fortes, alors qu'en fait, en faisant une opération de sensibilité auprès de la population pour qu'elle diminue ses consommations, on relâche le niveau de pression sur la nappe et finalement, on arrive au même résultat de qualité de l'eau sans faire de surinvestissement. Et sur l'énergie, qui est le sujet que vous évoquez, moi, ce qui me choque, c'est par exemple la norme des DJU, qui date d'il y a plus d'une dizaine d'années et qui est fixe, qui ne tient pas du tout compte de l'évolution des DJU. Et donc, on est déjà sur une norme qui est obsolète et qu'on considère comme fixe lorsqu'on projette les consommations sur toute la durée du contrat, quoi. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'applaudir encore une fois Hélène Delay. Merci beaucoup. La suite donc, des focus se poursuit dans toutes les salles. Normalement, le programme va s'afficher à l'écran. Voilà. Merci beaucoup.